rejoindre sur i24 News. Je suis ravie de vous retrouver avec notre panel d'invités pour 2 heures de direct, 2 heures d'actualité dont voici tout de suite le programme. Les pourparlers sur le nucléaire entre les grandes puissances et l'Iran reprennent aujourd'hui. La date butoir a été une fois de plus repoussée. Ce manque de fermeté ne risque-t-il pas de convaincre la théocratie chiite qu'elle peut continuer impunément jusqu'au point de non-retour? On parlera avec nos invités dans cette édition de ces négociations qui s'éternisent alors même que le temps semble pressé. Les législatives en Israël, l'occasion d'un débat politique et citoyen à la télévision, dans la presse, mais également et surtout sur Internet et les réseaux sociaux. Rudy Saada nous dira tout sur ces campagnes sans limite et sans merci. Et puis le soja, il était un temps présenté comme l'alternative suprême aux produits laitiers. Il semble aujourd'hui cloué au pilori par ses encenseurs d'hier. Betsabé Salem mettra le soja sur le banc des accusés, ce sera en fin de morning. Voilà donc pour tous ces titres que nous développerons ce matin avec nos invités. Avec moi sur ce plateau, Daniel Sheikh, bonjour, ancien ambassadeur d'Israël en France. Daniel Haïk, consultant pour i24 News. Maurice Fergan, bonjour, merci d'être avec nous. Alors, on va commencer par une information qui est tombée cette nuit. Barack Obama qui va chercher l'appui du Congrès, comme il l'avait promis le 21 janvier dernier, pour intensifier les frappes en Syrie et en Irak. Une augmentation des frappes qui pourrait intervenir ce week-end déjà. Un plan de guerre, finalement, contre Daesh. On écoute le président américain, on en reparle juste après. Nous sommes témoins de la violence et de la terreur perpétrée par ceux qui disent agir au nom de leur religion. Ils se revendiquent de l'islam mais ne font que trahir ses principes. L'État islamique pratique un culte de la mort et de la barbarie, terrorise les minorités religieuses comme les yazidis et viole les femmes sans retenue. De tels actes n'appartiennent à aucune religion. Alors Daniel Sheikh, est-ce qu'on monte d'un cran dans la lutte contre l'État islamique ? Oui, je suppose que oui. Reste à savoir, d'un côté, est-ce que ce sera suffisant? Est-ce que c'est ce qu'il faut? Est-ce que ce sont les moyens qu'il faut déployer pour véritablement faire du mal aux forces de l'État islamique? Et deuxièmement, d'où ça vient? Et je dois dire avec une certaine résignation et une certaine tristesse, que c'est à chaque fois qu'il y a une image plus horrible que la précédente que la communauté internationale, du coup, pense à monter d'un cran. Et donc, il y a quelques jours, nous avons été témoins de cette nouvelle barbarie de l'État islamique avec le pilote jordanien qui a été brûlé vif et ces images. Et devant cette horreur que le monde occidental n'arrive pas à digérer, c'est en dehors de son champ de compréhension. Il y a cette frustration de la coalition internationale. Que faire, comment faire pour repousser ces forces qui ne jouent selon aucune règle de morale ou d'éthique connue par les communs des mortels. Et c'est ça finalement, Daniel, qui déstabilise un peu cette coalition internationale, le monde occidental de façon générale. Je crois qu'on franchit un nouveau palier, effectivement, comme le dit Daniel, parce qu'effectivement, il y a un palier dans l'horreur qui a été aussi franchi, mais la véritable question, c'est de savoir est-ce que la coalition internationale décidera d'envoyer des troupes sur le terrain? Parce qu'on peut franchir tous les paliers que l'on veut, il est probable que ce n'est pas encore le palier ultime et qu'il y aura peut-être après un spectacle plus horrible que celui que l'on a vu cette semaine, peut-être un nouveau palier qui poussera la coalition internationale à envoyer des hommes sur le terrain. Parce qu'une guerre comme celle-là contre Daesh ne peut se gagner que sur le terrain. Et pour l'instant, si l'on poursuit des attaques, des frappes aériennes, eh bien, cela va peut-être affaiblir, mais cela ne permettra pas de vaincre cet État islamique. Et le deuxième point que je voudrais mentionner, je crois que c'est aussi un développement important. L'État islamique est aujourd'hui en guerre contre la Jordanie. La Jordanie, on va dire plus exactement, est en guerre contre l'État islamique et c'est un point important. On a vu des dizaines de raids de l'armée de l'air jordanienne, même si c'est une petite armée de l'air, mais c'est une armée de l'air qui a une certaine expérience et qui est compétente, frapper des cibles de Daesh en Syrie et en Irak. Et donc, il faudra tenir compte aussi de ce développement. Je crois que c'est une réaction. Si la communauté internationale devait réagir
un peu comme a réagi, avec la fermeté avec laquelle a réagi la Jordanie. Alors c'est vrai que la Jordanie est allée très loin puisqu'elle a exécuté des prisonniers. Œil pour œil, dent pour dent, c'était le motto de la Jordanie mais peut-être qu'il faut se poser la question s'il ne faut pas aller jusqu'au bout face à des gens qui n'ont aucune morale, aucun scrupule, aucune valeur. Est-ce qu'il ne faut pas aller jusqu'au bout et essayer d'utiliser le modèle de la Jordanie? C'est une question qu'il faut poser. Une grande question aussi, mais dans ce contexte, on est obligé de se la poser. On est au Proche-Orient, on est au Moyen-Orient. Est-ce que finalement, il ne faut pas se battre avec les armes dans lesquelles on se bat pour certaines valeurs et on ne va pas laisser tomber ces valeurs pour se mettre à égalité avec son adversaire, même si clairement la frustration vous pousse à dire je vais faire autant de mal à mon adversaire comme il m'a fait à moi. On a parlé de valeurs, on parle aussi de politique politicienne, d'intérêt, d'enjeux, et dans ce conflit, ils sont plus présents que jamais. Jusqu'où la politique peut intervenir dans ce genre de stratégie de décision militaire? La politique n'a un rôle ici que dans la mobilisation et la cohésion de la coalition internationale. Il n'y a pas de diplomatie ou de politique à faire avec les représentants de l'État islamique. Ça, c'est exclu. Et Daniel Haïk a raison que ce qui aurait été décisif, c'est de mettre des troupes sur le terrain. Je vois mal lequel des pays de la coalition serait prêt dans l'avenir prévisible. Je ne dis pas jamais, à tout jamais, mais dans l'avenir prévisible serait prêt à le faire. Certainement pas les États-Unis. Il est exclu pour un président comme Barack Obama, dont les 2 mandats ont été caractérisés par une volonté de réduire la présence des troupes américaines en dehors des États-Unis et notamment au Proche-Orient et en Asie. Je pense qu'il est impensable pour lui d'annoncer à 1 an et demi de la fin de son mandat qu'il va redéployer des troupes américaines là-bas. Lui qui a été prix Nobel de la paix. En plus, pour commencer son mandat... en plus, mais il y a beaucoup de pays, et il y a notamment des pays de la région qui vont peut-être un jour être obligés de se retrousser les manches et d'aller sur le terrain. Parce que même sur le terrain, ce n'est pas évident de dénicher les petites cellules d'autant qu'il y a un autre terrain, et je voudrais qu'on en parle très rapidement juste avant de basculer à la revue de presse Daniel Haïk, la Libye qui a déclaré être finalement le terrain pour le départ des djihadistes de l'État islamique, non seulement vers la Syrie et l'Irak, mais aussi vers l'Europe. Effectivement, de ce point de vue-là... Il faut s'en occuper, on se concentre sur la Syrie et l'Irak, mais il faut s'occuper aussi de la Libye. On se concentre sur la Syrie et l'Irak, mais je crois qu'il va falloir tenir compte d'un nouveau front. Plus la cruauté de Daesh est grande, plus il y a un front qui va se former. Et dans ce front-là, il faudra voir aussi la place d'Israël. C'est intéressant parce que quelque part il y a eu un développement qui passait presque inaperçu, c'est le retour de l'ambassadeur de la Jordanie en Israël qui avait été rappelé après au moment des événements sur le mont du Temple. Il y a peut-être derrière cela une volonté de former un front entre la Jordanie et Israël, d'essayer de coopérer, en tout cas au niveau des services de renseignement, pour faire face à ce genre de menaces. Parce que la menace de Daesh menace la Jordanie aussi, mais elle menace aussi à long terme ou à moyen terme Israël. Et donc on est peut-être dans une situation, dans un prélude d'un front commun des pays arabes modérés et de l'État d'Israël face à cette cruauté de Daesh. Voilà, tous unis contre Daesh. Revue de presse à présent. Maurice, je me tourne vers vous. Une revue de presse en 2 temps. Première partie consacrée aux élections. Aux élections. Révolutionnette. Ça vous dit quelque chose, Nathalie? Oui. C'est un mot que j'ai inventé pour traduire le concept utilisé par Yediot Ahronot pour décrire ces fluctuations dans les sondages. Alors aujourd'hui, Yediot Ahronot donne la victoire au camp sioniste avec 25 sièges face au Likoud qui ne recueille que 24 mandats. Le résultat le plus important, c'est le recul de Beit HaYehudi qui recule de 16 à 12 sièges. Mais Yediot Ahronot se pose 2 questions. Pourquoi ? En dépit des affaires liées à la famille Netanyahou, en dépit des dégâts causés par nos relations avec les États-Unis et en dépit du manque de résultats significatifs, notamment sur le dossier iranien, le Likoud se maintient. Deuxième question, pourquoi le camp sioniste, qui aurait dû remporter ces élections au petit trot, n'a pas, malgré son avance, les moyens de réunir 61 députés et de créer une coalition stable, se demande Yediot Ahronot. Et il y a Daniel Haïk qui brûle d'envie de répondre à toutes ces questions. Non, j'ai écrit un éditorial dans lequel je réponds à cette question. Je crois que quelque part, ces attaques personnelles
elles se retournent comme un boomerang contre celles qui les absolument envoient. D'accord avec Daniel. Elles se retournent comme un boomerang. C'est-à-dire, ces attaques personnelles, elles sont d'abord le reflet du vide, on va dire, qu'il y a du vide idéologique qu'il y a dans cette campagne électorale. Il n'y a pas de débat d'idées, on ne parle pas véritablement, sérieusement du problème sécuritaire, on ne parle même pas sérieusement du problème social. Ça sert avant tout Netanyahou. Et finalement, lui et le Likoud et le gouvernement en place, c'est pas personnel, le gouvernement en place ne doit pas se défendre sur les vraies questions de fond. Voilà. Il suffit de repousser avec une astuce de vocabulaire les attaques personnelles, ils sont ci, ils sont ça. C'est ça, toutes les campagnes, elles se concentrent sur le tout sauf lui, nous, alors que les vrais débats sur la sécurité, sur la justice sociale, sur le coût de la vie, tout ça. Exactement, Daniel a raison. En tout cas, on passe au Jerusalem Post qui donne des résultats totalement différents de ceux du Yediot Ahronot, puisque pour le Jerusalem Post, le Likoud reste en tête avec 26 sièges pour le parti de Bibi, et le cancioniste est en recul à 22 sièges pour Bougie. Il faudra expliquer un jour comment les instituts de sondage arrivent à des résultats aussi différents. En tout cas, s'ils étaient tous d'accord dès le départ, qu'est-ce qu'ils feraient la semaine prochaine? Il faut quand même garder un certain suspense, non? En tout cas, pour le Jerusalem Post, pour la première fois depuis l'annonce des élections anticipées le 2 décembre dernier, 46% des Israéliens souhaitent que Benjamin Netanyahou soit reconduit dans ses fonctions. La semaine dernière, il n'était que 44% pour qu'il reste, alors que 52% des Israéliens souhaitaient changer de Premier ministre. Il y a une petite tendance quand même, c'est-à-dire si au cours des dernières semaines, on avait le sentiment qu'il y avait un glissement vers le centre-gauche, on a le sentiment que cette semaine, Benjamin Netanyahou a repris la main et qu'il progresse. Il y a deux éléments qui sont clairs, qui peuvent refléter cette tendance. C'est d'abord le parti d'Avigdor Lieberman, Israël Beiteinu, qui a dit qu'il n'irait pas avec la gauche. Donc là, c'est clair, parce que Avigdor Lieberman a compris que son parti était en train de dégringoler et que son électorat ne comprenait vraiment plus s'il était à gauche, au centre ou à droite. Et donc, il faut revenir. Et donc, il est probable que Lieberman se rangera aux côtés de Netanyahou. Il faut dire qu'il le dit avant les élections, ce qui ne veut pas dire qu'après les élections, il ne va pas... Effectivement. Je le dis sérieusement. Et puis, il y a un deuxième élément, c'est Aryeh Deri, on le considérait tout seul comme un élément de la gauche, qui est proche il a toujours été proche de la gauche israélienne. Et là, on voit que Aryeh Deri, lui, semble être très conciliant envers Benjamin Netanyahou, dire qu'il a fait une forme de tchouva, c'est un mot de retour au niveau social, puisqu'il a fait augmenter le seuil, le salaire minimum en Israël ces dernières semaines, et ça semble suffire à Aryeh Deri pour envisager un partenariat au lendemain des élections. Et donc, tout cela renforce en tout cas Benjamin Netanyahou et le camp de droite. On passe à Haaretz. Le quotidien ne publie pas de sondage aujourd'hui, mais juste la moyenne des 3 derniers sondages publiés par le quotidien qui laisse le Likoud en tête avec 25 sièges et contre 23 aux cancionnistes. Mais ça va s'intéresser à l'éditorial de Yossi Werther. Ce fut la meilleure semaine de toutes et aussi la pire pour Netanyahou, écrit Yossi Werther. Les sondages montrent que l'affaire des consignes de Sarah Netanyahou n'a pas compromis les chances de Benjamin Netanyahou de constituer la prochaine coalition gouvernementale. Et l'éditorialiste poursuit, mais sur le terrain, le Likoud risque d'avoir des problèmes, et cela à la veille de la publication du rapport du contrôleur de l'État qui a visiblement décidé de laver le linge sale en public. Et voilà, comme ça, on lit de tout dans la presse israélienne. Deuxième temps de cette revue de presse consacrée à présent au discours attendu de Benjamin Netanyahou au Congrès américain. Un discours qui ne quitte pas la une de la presse israélienne. Alors on commence par Yediot Ahronot qui titre sur la déclaration de Nancy Pelosi, une des chefs de file des démocrates au Congrès. Avec tout le respect, dit-elle, que je dois au Premier ministre dans ces conditions, mieux vaut qu'il ne s'adresse pas au Congrès. Nancy Pelosi n'a pas voulu dire si elle entend boycotter le discours de Netanyahou, mais on ne peut pas savoir, a-t-elle dit, les circonstances évoluent et je me demande toujours si je dois être présent. Alors il y a déjà plusieurs députés qui ont dit qu'ils n'y Voilà, participeraient pas. en tout cas hier, trois démocrates du Congrès ont annoncé qu'ils ne seront pas présents. Apparemment, ils ne seront pas les seuls. Selon CNN, cité par Haaretz, des dizaines de parlementaires démocrates ont l'intention de boycotter Netanyahou et le mot boycotter a été utilisé. On passe à Haaretz, qui confirme lui aussi que ce qui n'est plus un secret. De nombreux parlementaires démocrates ont l'intention de boycotter le discours du 3 mars prononcé par le Premier ministre devant le Congrès. Mais Haaretz rappelle les arguments de Benjamin Netanyahou pour maintenir cette invitation républicaine à s'exprimer devant le Congrès. Il est de mon devoir, a-t-il dit, en tant que Premier ministre de l'État d'Israël, de mettre en garde des dangers que présente l'accord nucléaire avec l'Iran. Et Netanyahou est d'autant plus inquiet après avoir
entendu le président iranien se féliciter du fait que les négociations avec l'Occident se déroulent comme le souhaite son pays. On passe à Israël Hayom, bien entendu, qui soutient la démarche de Netanyahou. Boaz Bismuth a rencontré le sénateur républicain John McCain, président, il faut dire, de la commission des services secrets. Eh bien, John McCain est très content de la visite au Congrès de Benjamin Netanyahou. On s'en étonne. Boaz Bismuth aussi. Boaz Bismuth aussi. Des millions de personnes, a-t-il dit, vont l'écouter. Et si quelques démocrates décident de ne pas être présents, c'est leur problème, a-t-il dit. Le président Obama laissera à la postérité un Iran nucléaire qui menace Israël, a ajouté John McCain. Et toujours dans Israël Hayom, un petit sondage intéressant. 42% des Américains estiment que Netanyahou doit s'exprimer devant le Congrès, et ce, même contre l'avis du président. 35% des Américains considèrent que Netanyahou ne devrait pas se présenter au Capitole dans ces conditions, et 23% ne savent pas. Alors voilà, un petit mot, Daniel Sheikh, sur cette ingérence américaine dans la politique israélienne. On parle aussi du V15, le président Barack Obama qui dit « moi je ne veux pas m'ingérer », mais on sait ce qui se passe dans les coulisses. Il y a beaucoup d'hypocrisie dans tout ça quand même. Et pourquoi ne pas parler de l'ingérence israélienne dans la politique américaine? Je trouve que c'est beaucoup plus grave. C'est beaucoup plus grave parce qu'ici, il ne s'agit pas d'attaque personnelle. Je pense que la démarche du Premier ministre est scandaleuse, qu'elle est trop risquée, qu'elle n'a rien à voir ni avec l'Iran ni avec les États-Unis. Elle n'a à voir qu'avec la campagne électorale en Israël. Et que ce soit un sujet qui ne quitte pas les titres de la presse israélienne, ça ne m'inquiète pas. Ça, c'est très bien, parce qu'il faut un débat sur cette question. Ce qui m'inquiète beaucoup, c'est que ça ne quitte pas les titres de la presse américaine non plus, et donc du débat interne américain, et de voir pour la première fois, franchement, moi je suis dans la diplomatie israélienne, j'étais pendant près de 30 ans, j'ai vu des crises entre Israël et les États-Unis, mais je n'ai jamais vu une crise qui se basait sur un clivage qu'Israël avait provoqué entre les deux partis américains. Parce que Israël s'est, à juste titre, toujours vanté d'un soutien bipartisan aux États-Unis pour Israël. Et les Américains aussi, le Congrès américain et tout le monde parlaient d'une sorte d'union de la classe politique et de l'opinion publique américaine face à Israël. Et avoir mis en péril cette unanimité pour Israël est un jeu extrêmement dangereux. Maintenant, je ne dis pas que c'est irréparable, évidemment que non, je suis irréaliste, mais c'est un jeu qui ne méritait pas le prix. Dangereux. On termine, Maurice, avec une information à la une d'Haaretz. Le quotidien affirme qu'un haut diplomate iranien en poste à Montevideo, en Uruguay, a été expulsé par le pays. Il serait soupçonné d'avoir été impliqué dans le dépôt d'un engin piégé début janvier près de l'ambassade d'Israël à Montevideo. Après enquête, les services secrets uruguayens ont informé les autorités israéliennes. Il a été décidé d'expulser le diplomate iranien et de garder le profil bas sur cette affaire qui est révélée aujourd'hui par Haaretz. Et voilà donc pour ce point. Merci Maurice. Alors justement, on va parler de l'Iran, des États-Unis qui seraient tout proches finalement d'un accord sur le dossier du nucléaire. C'est en tout cas ce que laisse entendre la présidence iranienne, alors que Rouhani s'est livré à des attaques verbales contre l'Occident. C'était hier matin lors d'un discours public. Cyril Amar nous en fait le récit. Ispahan, la troisième ville d'Iran, abrite l'un des plus grands sites nucléaires de la République islamique. C'est ici, devant la foule, que Hassan Rouhani a choisi de fustiger les puissances occidentales, avec qui il négocie sur son programme nucléaire. Avez-vous été capable d'apporter la sécurité pour vos pays avec la bombe atomique ? D'apporter la sécurité à l'oppresseur qu'est Israël, d'apporter la sécurité pour votre propre pays d'Amérique, d'apporter la sécurité pour l'Occident. Nous n'avons pas besoin de la bombe atomique, nous avons une nation grande, unie et capable de sacrifice. La veille, lors d'une rencontre avec les chefs des pouvoirs judiciaires et législatifs iraniens, Hassan Rouhani avait pourtant déclaré à une agence de presse locale que Téhéran et les grandes puissances étaient proches d'un accord. Nous avons réduit le fossé. Certes, des divergences subsistent, mais l'Occident a compris qu'il devait reconnaître les droits du peuple iranien. Même Ali Larijani, le très conservateur président du Parlement,
a déclaré hier ne pas être pessimiste sur l'issue des négociations. C'est que le temps presse, l'Iran et les 5+1 se sont donnés jusqu'à fin mars pour conclure un accord politique. Du coup, pour sortir de l'impasse, les États-Unis et l'Iran envisageraient un compromis. Les 10 000 centrifugeuses iraniennes resteraient en place, mais elles seraient reconfigurées pour produire de plus petites quantités d'uranium enrichi, qui ne permettraient plus de fabriquer la bombe. Une formule de la dernière chance pour prendre de court les sanctions prévues par le Congrès et les représailles prévues par le Majlis, le Parlement iranien. Alors Daniel Haïk, formule de la dernière chance, hein. On parle de ces échéances qui ont été maintes fois repoussées. Est-ce que cette fois-ci c'est la bonne pour trouver un accord? J'ai l'impression que quelque part aujourd'hui on est dans une situation où les Iraniens semblent les plus forts et que ce sont les Américains qui semblent vouloir à tout prix un accord. Et impossible de déconnecter ce qui se passe actuellement de ce qui se passe à Daesh, ce qui se passe en Syrie, en Irak, et que je crois que quelque part, effectivement, si, comme l'a fait Barack Obama hier soir, on veut durcir les attaques contre l'Iran, contre Daesh, eh bien, il va falloir essayer de composer avec l'Iran. Et c'est un peu la tendance que l'on a le sentiment qui semble se profiler, une volonté des Américains d'essayer de céder, par exemple, sur ce domaine des centrifugeuses. Dire comment, après, on vérifiera si les centrifugeuses parviennent à produire de l'uranium à 3%, à 10%, à 20%. Ça semble tout à fait surréaliste. Mais il y a, malgré tout, une volonté de la part des Américains de mettre en priorité le dossier Daesh et quelque part en dessous le dossier iranien. Et c'est probablement ce qui inquiète Binyamin Netanyahou, ce qui justifie son départ à Washington. Peut-être pas pour parler pour revenir à ce qu'on a dit tout à l'heure, peut-être pas pour parler devant le Congrès, mais il y a d'autres possibilités. Essayer d'influencer, d'aller à Washington dans le cadre de l'AIPAC et puis de parler, parler au président, au président, ou alors de parler au manque de peau. Il ne parle plus au président. Voilà. Donc... Alors, mais effectivement, il y a effectivement. Il faudrait que Barack Obama le reçoive, mais il ne va pas le recevoir. Justement, je le dis en rigolant, il n'a aucune chance de parler au gouvernement. Regardez, on est dans une situation tout à fait particulière. Le 17 mars, il y a les élections en Israël. Le 26 mars, c'est la date butoir pour un accord. Et donc, quelque part, même si on veut dire que tout est politique... Pas, Daniel, ce ne sera pas la dernière. Voilà, ça ne sera pas la dernière. Mais si on veut dire que tout est politique, tout est électoral, on ne peut pas, Binyamin Netanyahou ne peut pas faire comme s'il n'y avait pas de menace. Il y a une menace, cette menace, elle existe. Et il ne faut pas que cette menace soit reléguée au second rang face à la priorité suprême de Daesh. Vous partagez cette analyse, l'Iran un peu renforcé, enorgueilli finalement à la faveur du combat contre l'OI? Je pense que, en effet, je ne suis pas d'accord que les Américains sont prêts à un accord à tout prix. Ce n'est pas vrai, il n'y a rien pour soutenir cette position. Ils ont envie d'avoir un accord, bien sûr. Quand on commence une démarche diplomatique, a priori, on a comme objectif d'arriver à un accord. Et je vous ferai remarquer à tous, y compris à Daniel, qu'Israël avait poussé pendant des années et des années une coalition internationale pour essayer d'arriver à clairement, cette coalition n'était pas là pour bombarder l'Iran. Ça fait partie du jeu. Maintenant, toute la question est quel est l'accord, de quoi il a l'air, et est-ce qu'il garde un équilibre entre les risques et les garanties. Pour avoir parlé à des gens qui connaissent le dossier très bien, je pense que nous sommes encore très loin d'un accord, que malgré ce que dit la présidence iranienne, qui joue évidemment l'optimisme joue la montre. Oui, joue la montre, mais veut dire nous sommes tout prêts, il y aura un accord, etc. Je pense que les fossés sont encore assez importants. Moi, je ne pense pas que ce sera terminé à la prochaine date butoir. D'un autre côté, ni les uns ni les autres n'auront jamais intérêt à déclarer les négociations comme un échec et de les rompre. Donc je pense que ça va se prolonger. Et la différence, c'est que pendant des années, les Iraniens ont joué la montre parce que ça servait leurs intérêts. Aujourd'hui, c'est plus compliqué. Ils sont sous un régime de sanctions qui déjà, sous la forme actuelle, fait mal, et tous les experts sont d'accord que cela fait mal à l'économie iranienne, et cela risque de faire mal au régime iranien s'il n'arrive pas. Donc il y a une pression
du côté américain, la question de Daesh est une pression, je suis d'accord, mais il y a une pression importante sur la partie sur le iranienne plan interne. aussi. Alors on va reparler du gouvernement iranien et en particulier de la personnalité de Rouhani. Je voudrais revenir sur la France. On sait qu'elle est particulièrement intransigeante sur ce dossier. Est-ce qu'elle peut jouer le rôle de finalement empêcheur de tourner en rond? Elle le joue. Ce n'est pas la négociation ne se fait pas que entre les États-Unis et l'Iran. Il faut rappeler, c'est le groupe 5+1, c'est-à-dire les 5 membres permanents du Conseil de sécurité, plus l'Allemagne. Et en toile de fond, l'Union européenne, en tant qu'organisation, est représentée aussi. Et la France, dans tout ça, depuis le début de cette démarche internationale, a toujours joué un rôle très important, y compris aujourd'hui. Et donc, je n'ai aucun doute que les experts et les représentants français dans ce groupe souvent tiennent tête à certaines idées, proposent des solutions. Et je pense, et je l'ai toujours dit quand j'étais ambassadeur et après, qu'Israël, y compris son Premier ministre, Benjamin Netanyahu, ont un allié dans la France, dans ce dossier iranien. Les Français et les autres représentants européens, la Grande-Bretagne et l'Allemagne, sont souvent plus fermes que l'administration américaine sur certains aspects. Daniel Haïk, un mot peut-être à présent sur la personnalité de Rouhani. Il annonçait le mois dernier un discours assez audacieux, insolent, presque pour une diplomatie iranienne, plus ouverte, plus pragmatique. Est-ce qu'il défie finalement les partisans de la ligne dure en Iran ? Moi, ce que j'ai remarqué en regardant ce discours, c'est que le sourire, le fameux sourire de Rouhani, que l'on voit s'afficher lorsqu'il est avec les responsables des pays occidentaux, les leaders des pays occidentaux, il a disparu lorsqu'il parle à son peuple. Et on le voit d'une certaine manière presque plus ferme, plus audacieux, plus dur lorsqu'il parle à son peuple. Et c'est peut-être le reflet de cette personnalité, de ce double... Toujours un double langage ? De ce double langage, le langage face à son peuple et le langage face à l'Occident. Et je crois qu'il faut donc s'en méfier, quoi. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été avec moi sur ce plateau. Daniel Haïk, vous restez en notre compagnie. On parlera dans quelques instants, juste après un nouveau journal, des législatives en Israël. Vous l'avez entendu, mais on continuera à en parler. C'est l'occasion d'un débat politique citoyen à la télévision, dans la presse, mais également et surtout sur Internet. Rudy Saada nous parlera de ses campagnes sans limite et sans merci. C'est tout de suite après un nouveau journal présenté par Julien Baloul. Sur le plateau du Morning d'I24 News avec nous à présent Michel Kishka, bonjour, merci de nous avoir rejoints ce matin. Rudy Saada, bonjour à vous également. Daniel Haïk, vous êtes resté en notre compagnie, merci pour cela. Alors on va commencer par vos dessins, on les attend tous les vendredis avec impatience et puis bien évidemment cette semaine vous ne pouviez pas vous en empêcher, on parle des bouteilles de Sarah. Ah oui, je vais quand même pas être le seul dessinateur à ne pas en parler. Parce que tout le monde s'est beaucoup lâché là-dessus. La presse israélienne a été pleine de bouteilles. Et voilà, donc il fallait trouver quelque chose d'un peu dans le propos. Alors voilà, ça y est, voilà. J'ai rien à ajouter sur ce qui est dessiné et sur ce qui est écrit. Mais c'est vrai, elle dit « Je te recycle pour la 3e fois, Bibi », parce que ça y est, si jamais, finalement, il remporte ses élections, et pour le moment, on ne sait pas, ça va être son 3e recyclage, puisque ça va faire son 4e mandat comme Premier ministre, et ça dit beaucoup sur la société israélienne. Ah oui. Alors voilà, donc même sans commentaire, on arrive à se comprendre. Une réaction, Daniel ? Non, on en a parlé tout à l'heure, ça dit beaucoup sur la société israélienne qui choisit le débat des ragots au détriment du débat d'idées. Et là, quelque part, il y a un vrai problème. Et ça montre à quel point... Peut-être, effectivement, ces élections sont superflues, c'est-à-dire elles n'avaient pas de raison d'être. Et la preuve, c'est qu'on n'arrive pas à parler de choses sérieuses. Alors, le rôle des dessinateurs de presse, c'est aussi de relancer... Parce que je pensais, j'aurais peut-être dit à Michel, il aurait peut-être... De ne pas parler de ça, c'est aussi une affirmation, on va dire. Oui, mais il y a souvent, dans le métier de dessinateur de presse, il y a souvent le dilemme qu'on peut avoir entre ne pas parler d'une chose qu'on estime n'avoir
finalement pas tellement de valeur, être à la hauteur d'un ragot en pleine campagne électorale, et d'un autre côté, c'est aussi une faute professionnelle de ne pas parler de ces choses-là. Donc voilà, donc je suis toujours en train de me tâter. Quand je viens sur le plateau, il y a 20 sujets sur lesquels je pourrais dessiner. Il faut que j'en sélectionne 3 ou 4. Et voilà, et puis on est en période électorale, donc il faut quand même aussi que je parle de ça. Sinon, franchement, j'avais vraiment pas envie de dessiner des bouteilles à 30 agourottes la vidange. Voilà pour ce débat des bouteilles de Sarah qui ont beaucoup agité les médias cette semaine en Israël. On parle d'un sujet un peu moins drôle, beaucoup moins drôle. Daesh, l'État islamique, qui s'en est pris cette semaine aussi au Japon, et vous l'avez dessiné. Voilà, je l'ai dessiné, vous savez, bon, c'est vrai que cette semaine, ce qui a marqué l'information mondiale, ça a été le pilote jordanien brûlé vif. Et l'information concernant le deuxième journaliste japonais égorgé, elle est un tout petit peu plus ancienne, mais il s'avère que j'ai un très bon ami qui est un collègue japonais, qui est membre de Cartooning for Peace, comme moi, avec Plantu, et je l'ai fait en pensant à lui. Parce que je l'ai fait parce que j'avais mal au cœur pour le Japon, j'avais mal au cœur pour lui, j'avais mal au cœur pour son pays. Et donc, mais j'ai voulu faire quelque chose de fort, mais en même temps de sensible. Vous savez, c'est tellement facile de déraper sur un sujet tellement dramatique. Alors voilà, j'ai fait quelque chose d'un peu... C'est un peu une métaphore, voilà. C'est le soleil couchant rouge qui est le symbole de ce pays qui a été découpé au couteau du drapeau, comme les têtes qui ont été enlevées. Et je l'ai envoyé à mon ami en disant c'est pour toi. Voilà, c'est un peu pour ça que j'ai fait ça. Il a réagi, vous en avez discuté? Pas encore. J'ai appris qu'il était toujours en salle de réanimation. Non, je rigole. Non, il va réagir parce qu'il m'a annoncé qu'il allait faire bientôt une exposition sur les dessins qui sont faits dans le monde, et sur l'affaire Charlie Hebdo, et sur Daesh, puisque le Japon y est mêlé malgré lui. Ils n'ont pas de soldats là-bas. Hein, il y est mêlé malgré lui. Et il a demandé à ses collègues de cartooning d'envoyer les dessins. Donc je l'ai vraiment fait pour lui, pour qu'il puisse l'utiliser. Mais c'était aussi pour exprimer ma compassion par rapport à ce qui se passe dans son pays. La solidarité. Voilà. Daesh, et vous, on en a parlé, on en reparle, qui a brisé son propre record finalement de l'horreur avec le pilote jordanien qui a été... Oui, il y avait le débat sur le plateau là, il y a, dans la première demi-heure de l'émission du Morning. Là, effectivement, est-ce que maintenant la mobilisation des alliés contre l'État islamique, est-ce que ça va monter d'un cran? Qu'est-ce qui va se passer exactement? On n'en sait rien. Mais c'est vrai que chacune de ces informations-là, qu'il soit question d'un Anglais, d'un Américain, d'un Jordanien, comme c'est le cas, ou de Japonais, c'est vrai que ça remobilise en tout cas la motivation des alliés qui ont décidé de se battre contre Daesh. Seulement Daesh, c'est pas une armée, c'est pas un pays. Voilà, c'est la guerre contre la guérilla. Et on sait comment se passe la guerre contre les guérillas. Mais voilà, il a quand même fallu que je dessine là-dessus. Et finalement, j'ai décidé que c'était plutôt le terroriste qui vivait en enfer que le pilote jordanien qu'on envoie par le feu dans ce qu'il pourrait appeler l'enfer. Ça m'a inspiré. La semaine dernière, on parlait du 70e anniversaire de la libération d'Auschwitz. Et quand on parle d'Auschwitz, on parle de crématoire, on parle de feu. Et je crois que quelque part, 70 ans après l'horreur absolue, on retrouve cette horreur. Il n'y a pas de degré véritablement dans cette horreur, mais on retrouve des gens qui brûlent des êtres humains parce qu'ils ne sont pas d'accord avec eux, et ça c'est quelque chose de terrible, de voir que le monde entier contemple ces images. Et je crois que quelque part, s'il y avait une forme de front, de solidarité dans les cérémonies qui ont marqué le 70e anniversaire de la libération du camp d'Auschwitz, eh bien, il faut que ce front-là se remanifeste à nouveau pour faire face à cette horreur de Daesh. Mais mauvais Daniel, ça c'est une comparaison que je ne ferai jamais. C'est une comparaison que je ne ferai jamais parce que je ne pense pas qu'on puisse comparer El-Baghdadi à Hitler. Je ne pense pas qu'on puisse comparer le fait de brûler un otage prisonnier et décapiter d'autres à ce qu'a été la Shoah d'une manière systématique. Non, je ne compare pas la Shoah, bien entendu. J'éviterai de faire un rappel de cela. Je précise, je ne compare pas la Shoah. J'assimile le feu qui a brûlé des millions de juifs et de non-juifs pendant la Shoah à ce feu qui vient de brûler... C'est vrai. C'est vrai que quand on est juif, on a toujours une association particulière quand on entend le mot crématoire et wagon. C'est vrai. Mais je ne ferai jamais ce rapport.
Voilà, en tout cas l'histoire qui se répète d'une certaine façon dans son horreur, mais différemment de ce qu'on a déjà vécu. On va continuer avec un thème dont on va débattre ensuite, et notamment avec vous, Rudy. Lieberman, Avigdor Lieberman, son parti Israël Beiteinu, qui a décidé de distribuer dans la rue Charlie Hebdo. Alors voilà, ce dessin. Oui. Vous savez, c'était très intéressant parce que je me suis rendu compte, après l'avoir fait, qu'un de mes collègues avait fait presque exactement le même dessin, comme quoi, finalement, pour traiter cette information, il y a finalement des esprits qui se retrouvent. Non, moi je pense que, vous savez, l'annonce qu'avait fait Lieberman, qu'il achèterait des Charlie Hebdo pour les distribuer gratuitement à l'avenue Rothschild, boulevard Rothschild à Tel Aviv, c'était il y a une dizaine de jours. Et il l'a fait. Et finalement, je pense qu'il y a un problème de leadership, en tout cas qui vient d'en haut. Je pense que c'est plutôt le Premier ministre qui aurait dû avoir une position claire par rapport à ça. Je pense que les députés arabes qui ont, lancé des menaces voilées, mais je mets des guillemets à voilées parce qu'elles ne l'étaient pas tellement, en disant que si Charlie Hebdo était mis en vente dans Stematsky, qui est un des grands distributeurs qui n'était pas responsable des conséquences d'un tel acte, finalement Stematsky s'est replié, mais je ne peux pas accuser Stematsky, ils ne sont pas payés pour défendre la démocratie, ils font du business. Stematsky, c'est le réseau de librairies exactement. en Et Israël. je pense que les députés arabes à la Knesset auraient dû calmer leur électorat plutôt que de l'exciter. Et vous savez, c'est quand même incroyable que ce journal, qui était presque au bord de la faillite et qui était plus tiré qu'à 20 000 exemplaires, soit devenu le journal le plus célèbre pour des gens qui ne l'ont jamais lu et qui ne comprennent même pas le français. Donc il y a quelque chose, il y a toute une récupération de l'après-hebdo que Lieberman est en train de faire à des fins électorales, et il a raison de le faire dans son optique de Israël Beiteinu. Alors mais voilà, moi, ça le comité des élections qui a parlé de clientélisme. Voilà, mais il est très malin parce que On a parlé quand de on parle de clientélisme, Daniel, je voudrais qu'on aille justement dans les rues de Tel Aviv, qu'on voit un peu ce qui s'est passé dans les rues de Tel Aviv avec cette distribution au Tel Avivien. Regardez, c'est un sujet signé Mathias Inbar et Maël Ben-Oliel. Le parti russophone Israël Beiteinu se sert à nouveau de Charlie Hebdo pour défrayer la chronique. Les jeunes du parti, sparadrap sur la bouche, se mettent en scène en lisant le journal satirique. Ils se réunissent cette fois pour le distribuer, et ce en dépit de l'interdiction du président de la commission centrale électorale, Salim Djoubran. Une décision contre laquelle le parti d'Avigdor Lieberman a déposé un recours auprès de la Cour suprême. Et le ministre des Affaires étrangères, présent sur les lieux, de reconnaître à demi-mot qu'il s'agit d'un acte électoraliste. Je pense tout d'abord qu'il s'agit de liberté d'expression. Mais il n'y a aucun doute sur le fait que nous sommes dans une période électorale. Tout le monde doit savoir pour quelles valeurs chacun des partis se bat. Je pense qu'il s'agit ici d'un message clair sur le type de valeurs pour lesquelles nous combattons. En attendant la décision de la Cour suprême, le conseiller juridique du gouvernement, Yehuda Weinstein, s'est rangé du côté d'Israël Beiteinu. Une aubaine pour une formation qui subit de plein fouet les scandales de corruption concernant les cadres du parti et qui parviendrait, selon les derniers sondages, à atteindre tout au plus 8 sièges contre 13 lors des dernières élections. Il ne s'agit pourtant, selon ce candidat, que de manifester pour la liberté d'expression. C'est sans aucun doute un combat pour la liberté d'expression, contre l'instauration de la charia, contre l'État juif, l'État d'Israël. La question n'est pas de savoir pourquoi Israël Beiteinu est là, mais pourquoi notre parti est le seul ici. Où sont les formations de gauche qui défendent la liberté d'expression, de penser, l'idée même de la démocratie? Elles devraient se tenir à nos côtés. Quoi qu'il en soit, Charlie Hebdo se serait bien passé d'être invité sans le vouloir, de plein pied, au cœur des élections israéliennes. Voilà, Charlie Hebdo, la reprise de Charlie Hebdo dans les élections israéliennes, ça vous fait sourire, Daniel? Non, c'est-à-dire il y a une chose de vrai dans ce qu'a dit ce candidat. Effectivement, on s'étonne de
que ce ne soit pas d'autres partis qui aient voulu faire passer ce message, essayer de diffuser le message de Charlie Hebdo. Mais lorsque l'on voit que c'est le parti d'Avigdor Lieberman qui est probablement, on va le dire, le parti le plus on va dire démocratique, anti-liberté d'expression de l'échiquier politique israélien, c'est un parti dans lequel c'est Lieberman qui décrète une ligne, et cette ligne est suivie par l'ensemble des députés, des élus, des responsables de ce parti sans rechigner. Voilà, donc il y a la liberté d'expression, elle est très limitée, donc ça fait un peu sourire, mais ça repose le problème de savoir pourquoi il n'y a pas de Charlie Hebdo en Israël. Et le fait, cette interdiction du juge Salim Choubran reflète quelque part une problématique dont on a peut-être déjà parlé ensemble avec Michel, c'est-à-dire pourquoi il n'y a pas de Charlie Hebdo et la volonté de certains caricaturistes d'essayer d'en créer un. Je voudrais qu'on en reparle au cours de cette campagne qui se joue sur Internet, Rudy, et on parle finalement peu des réseaux sociaux qui sont peu contrôlés par ce comité des élections et qui jouent pourtant un énorme rôle dans cette campagne électorale. Oui, alors dès le lendemain de l'annonce de ces élections anticipées, les clips de campagne sont multipliés sur Internet. Le premier qui avait sorti la carte de l'humour, c'est Naftali Bennett, on s'en souvient, en se déguisant en hipster sur le boulevard Rothschild. Alors on aurait pu penser de prime abord que justement la gauche allait être la plus créative, la plus drôle, la plus inventive pour faire ce genre de clip, et puis finalement on s'aperçoit que c'est Bennett et Netanyahou qui arrivent à sortir les clips qui font en tout cas le plus de buzz. Meretz aussi a fait un clip pas mal. Oui, pour contrer aussi ce que fait. Mais c'est vrai que il y a à chaque fois une réussite du côté de la droite de faire ces clips. Alors à gauche, on contre. Je vais vous montrer la réponse au clip Babysitter qu'on a diffusé dans le Morning. La réponse qui a été faite par le camp sioniste, c'est-à-dire la gauche. Allez, on regarde. אבל אתה ראש הממשלה. אתה תשמור לנו על הילדים. 3,356 רקטות נורו מעזה במהלך מבצע צוק איתן. אתה תשמור לנו על הילדים? הגעה של ביבי בפני הקונגרס, אסטרטגיה מסוכנת של נתניהו. הוא רוצה תפקיד בעיצוב הסכם עם איראן, אך פעולותיו מוכיחות שהוא לא יודע מה הוא עושה. אני לא סומך על ראש הממשלה הנוכחי. אתה תשמור לנו על הילדים? אתם עדיין סומכים עליו שישמור לכם על הילדים? אנחנו לא. Voilà, ça se répond non-stop sur Internet. Mais ce n'est qu'une réponse, c'est-à-dire il n'y a pas d'initiative de la part de la gauche israélienne. Il y en a très peu. Alors pourquoi le web est aussi investi de la part de ces partis ? La première réponse, c'est déjà que c'est un espace de liberté. Il y a une loi de 59 qui, un peu à l'image de celle qui existe en France, encadre de manière assez restrictive la communication politique en temps de campagne. Alors depuis à peu près 2 semaines, il n'est plus possible de faire de la communication politique à la télévision israélienne ou à la radio en dehors des espaces de campagne officiels. Alors tout est encadré, le temps de parole, chronométré, voilà. tout ça, Alors comme en France avec le CSA. Absolument, et sur le net, finalement, ce n'est pas du tout encadré. Donc ça permet de faire continuer sa campagne. Alors ce qui a vraiment aussi changé sur le net, c'est la place active qui a été donnée aux militants eux-mêmes. C'est-à-dire déjà ils peuvent servir à ajuster les programmes de leurs candidats via des commentaires. Ils ont une place plus active, mais au-delà de ça, les militants en ligne peuvent aussi avoir un rôle dans la vraie vie. Un exemple tout bête, par Facebook, vous pouvez créer une réunion de voisinage, créer des événements. Donc ce sont des outils pour les militants en ligne de aussi passer dans le réel. Et il y a une façon aussi pour les partis de cibler en fonction des personnes, de découper finalement la campagne en fonction des cibles. Oui, et l'exemple le plus flagrant, c'est celui qu'on voit par rapport à la communauté française. C'est une des grandes nouveautés pour cette élection en 2015. Tous les grands partis ont créé une page francophone avec des clips traduits et des messages ciblés, adaptés au public francophone qui prend de l'importance en Israël. Le Likoud avait déjà sa page de longue date, mais le parti de gauche, le camp sioniste, l'a créé il y a quelques jours. Idem pour le Meretz qui l'a créé. Donc il y a effectivement toute une manière de cibler son message par rapport aux communautés. La question, Rudy, c'est de savoir quel peut être l'impact aujourd'hui, alors que l'on est envahi par les réseaux, quel peut être l'impact d'un clip. Et ça fera l'objet sûrement d'une autre chronique, Daniel. On est à court de temps à présent. On va se quitter pour un nouveau journal. On se retrouvera dans quelques instants et on parlera de la Berlinale, ce festival qui a ouvert sa 65e édition hier soir. À tout de suite. Retour
sur le plateau du Morning d'I24 News avec une grande histoire d'amour qui est en train de se créer entre nos deux personnes présentes. J'ai nommé Bethsabée Salem. Bonjour Bethsabée. Bonjour Laetitia, Nathalie. Bonjour Laurénie. Chaque semaine, vous tentez de me déconcentrer un peu plus. Je ne fais pas exprès, malheureusement. Allez, on passe à vos 5 clics, Bethsabée, et on commence par un guide de vie. Laetitia, ça va peut-être vous intéresser, hein, peut-être avec beaucoup de guillemets, pour être une bonne épouse et pas n'importe quelle bonne épouse. Une bonne épouse de djihadistes, Laetitia. Des femmes djihadistes ont mis au point un guide de bonne conduite au sein du djihad. Bonne conduite qui nous dit le Guardian au Royaume-Uni consiste essentiellement à rester cloîtré, enfermé, à ne sortir qu'en cas de circonstances exceptionnelles. Je cite, il est toujours préférable pour une femme de rester cachée, voilée. La société doit être maintenue à l'écart. Alors bien sûr que ce soit les boutiques de mode, les salons de beauté ou le travail. Mais pas de quoi s'ennuyer non plus, rassurons-nous, puisque ces femmes peuvent se marier dès l'âge de 9 ans, même si idéalement il est recommandé de trouver mari vers 16 ou 17 ans. C'est donc la traduction anglaise faite par un think tank, Quilliam Foundation, d'un manifeste semi-officiel qui a été publié. Le Big Brother du monde revient lui aussi sur les femmes de Daesh qui ont rédigé, elles, ces règles de bonne conduite. Qui sont-elles? Alors, elles sont originaires, en fait, de la brigade Al-Kansa'a. C'est une 50aine de femmes qui sont chargées de patrouiller dans les rues de Raqqa, donc en Syrie. Elles font respecter l'ordre. Au besoin, elles punissent les récalcitrantes. Et comme le souligne l'article... Récalcitrantes. Et comme le souligne l'article du Monde, leur manifeste montre bien combien la place de la femme selon l'État islamique diffère des images d'Internet où on voit ces jeunes occidentales tenter de motiver leurs copines pour venir et exagèrent leur rôle. Il semble bien qu'à la maison, ces femmes soient en fait loin des regards et au service de son mari djihadiste. Allez, direction la France. À présent, la conférence de presse de François Hollande, hier, on en reparle ce matin. Voilà, alors, cette fois, ce n'est pas François Hollande lui-même qui est au centre de cette conférence, nous explique Slate qui se penche notamment sur cette première question des conférences de presse semestrielles qui est, Nathalie, très importante, régulièrement confiée à un média important d'ailleurs. Eh bien, c'était hier Alain Barluet, une fois plus, donc du Figaro, qui a demandé à Hollande ne faut-il pas prendre une décision majeure et replacer la défense dans une perspective de remontée de ses effectifs. Conclusion, eh bien, pour la première fois en 3 ans, cette fameuse première question n'a pas concerné qui est Hollande, donc ni son positionnement idéologique incertain, dit Slate, ni sa vie privée compliquée, ni sa situation électorale plutôt précaire, mais ce que peut faire l'État. Alors, bonne idée, effectivement, François Hollande invite ainsi les débats qui fâchent. On l'aura compris, le président s'est posé en garant de l'unité nationale. Écrit Libération, il tente de prolonger cet esprit du 11 janvier, coûte que coûte, selon ses propres mots. Libération qui titre d'ailleurs « La République figée, nouveau refuge » de Hollande. Beaucoup ont titré aussi François Hollande, chef de la paix. Alors, on va mettre de côté la République un instant, on reste en France et on parle maillot. On parle maillot, Laetitia. Mayonnaise ou maillot? Ni l'un ni l'autre. Maillot de rugby. Le Figaro n'a pas que le privilège de la première question au président. Le quotidien français a dévoilé hier en exclusivité la nouvelle tunique que le 15 de France portera dès samedi contre l'Écosse dans le tournoi des 6 nations. Des bleus en rouge. Donc, regardez, finalement, la République n'est pas si loin, Nathalie. C'est l'une des couleurs de notre drapeau, a rappelé la porte-parole d'Adidas, l'équipementier de l'équipe de France, que n'a pas l'air de prendre très au sérieux Laetitia. On note aussi un choix stratégique, puisqu'en fait, ce rouge permet d'éviter à l'avenir les problèmes de visibilité face à 2 tuniques de couleurs proches. Je ne sais pas ce qui les fait rire. Ah, c'est la photo peut-être, ça vous plaît ? Tant pour l'arbitre que pour les spectateurs. Qu'est-ce que j'ai déjà dit, une bêtise? On continue en France avec une Je devrais parler de sport plus souvent. Une campagne choc. Une campagne choc, vous allez arrêter de sourire. Certainement, on s'éloigne un peu du rugby pour parler des homosexuels, des homos qui se suicident plus que les autres. Écrit le Nouvel Obs, les personnes lesbiennes, gays, bi et trans se suicident en moyenne
4 fois plus que le reste de la population. Rappelle l'inter-LGBT, en cause les insultes, les violences, les discriminations. Et c'est la raison pour laquelle l'association a lancé une campagne choc, donc pour sensibiliser à ce taux particulièrement élevé. Parmi les formules, celles que vous voyez à l'écran, pour se jeter du 6e étage, il ne faut pas être un PD. En fait, si. Ben voilà. Je savais que ça allait vous calmer. Oui, forcément. On se remonte le moral en musique ? Oui. Alors, c'est la Stampa en Italie qui s'est penchée sur un phénomène. Podemos en Espagne, donc un mouvement anti-austérité qui a le vent en poupe, et plus particulièrement sur un tube dont vous allez entendre quelques notes bientôt, qui fait fureur sur Internet. C'est une chanson rap, en fait, à la gloire du chef de file de Podemos, Pablo Iglesias, chanson qui reprend d'ailleurs ses propres formules à Iglesias, lancées... Le chanteur espagnol, il s'appelle Iglesias, en fait. Il s'appelle Iglesias, chanteur. Ça, c'est un clip de rap, donc finalement, c'est peut-être ça la solution. Alors, on devrait l'entendre bientôt, je pense. Si on nous fait plaisir en régie, on va entendre quelques notes. On l'entend. On l'entend. On n'a pas ce privilège, en fait. Non. Faut pas l'écouter, hein. Et voilà, on se contentera de ce petit morceau. Merci Betsabe. Alors on va parler cuisine ce matin, ça vous dit ? On n'a pas le choix. Il n'y a pas le choix, non, il n'y a pas le choix. Riva Olvera, elle est chef, elle est originaire de Californie et aujourd'hui elle établit son restaurant avec un nom particulièrement évocateur, ça s'appelle Oasis, c'est en plein cœur de Tel Aviv et on y va parce que sinon on va friser l'apocalypse sur le plateau. Allez. My name's Rima Olvera, and I'm a chef and owner at Oasis in Tel Aviv. Wanting to do something as a tiny kid, I knew I wanted to be a cook. My mom and my dad were really extreme hippies. We lived on a commune in Northern California with like some other hippie families, and a lot of the things we were doing in our hippie life was going out and learning about all of the plants and everything that was edible that was around in this countryside, which was full of amazing things. And the day I graduated from high school, I put all of the stuff that I owned, which wasn't a whole lot at that time, and I moved to San Francisco. And there I started working in lots of different places, going to where I thought the best place would be. Eventually, I was at my first real sous chef job was called, it was a place called Matansumi. And it was a Japanese woman who had been a hotelier, one of the first women hoteliers in Tokyo. So it's just like this kind of mentality got into me that everything has to be perfect. I had a terrible midlife crisis, like terrible, and I really actually had a nervous breakdown, and I really wanted to see something else of the world. So I decided I'm gonna make Aliyah. I couldn't believe how different things were. Culture shock times a million. I didn't know what to do, but because I'm super stubborn by nature, I said, okay, I made this decision, so goddamn it, I'm gonna make the best of it. Now I love it. I love it, or I wouldn't stay and I wouldn't have made, my place here. What I think makes Oasis unique is that we're doing everything by feel, by taste. They're learning how to make things the right way. The more we share ingredients, knowledge, stuff, the better the level will be. I don't read cookbooks. I specifically don't look at anyone else's stuff. When I think of a dish, I think of it completed. Like Mexico is one of my favorite places in the world, so we from time to time make something that's exact. Like now we're making a kind of achiote tacos that we're making the corn tortillas by hand, so it's a memory of something that someone who's been to Mexico City and eaten these specific kind of tacos with everything, it will bring like a flashback. So I decided to have the concept of Oasis be as if it's like you're choosing like a trip around the world. Like you're looking at the menu, and that's why we have the names of the main dishes from a city or a place. My crew, my sous chef, they're not just my staff, or they're my best friends. We do everything together. I wouldn't have this place if it wasn't for this crew and these guys. It's our place. It's not my place.
Alors voilà, c'est plutôt sympa. Il est 9h22 en Israël. On voit ces bons petits plats. Ça vous a pas mis l'eau à la bouche? Si, ça donne envie. C'est très appétissant. C'est sympa. Oui. Vous y allez à Oasis? Bon d'accord, je vous sens très présente ce matin. Allez, on va parler cinéma parce que sinon ça va pas le faire. Laetitia Loreni, elle vient nous présenter... Essayez de trouver une transition en fait. Non, point guerre. Entre Oasis et la Berlinale. La route n'est pas longue. Ah, la Berlinale, c'est un oasis de cinéma. Allez-y, faites la transition vous-même. Non, Allez, on prend la direction de Berlin. On prend la direction de Berlin pour le Festival international du film de Berlin, qu'on appelle plus communément la Berlinale. Elle a ouvert ses portes hier avec le film de l'espagnole Isabelle. Excusez-moi. Betsabe est hors de contrôle. On y va. Alors, Berlinale. La Berlinale, donc avec un film, le film d'ouverture qui s'appelle Personne n'attend la nuit, à part Betsabe. Non, Personne n'attend la nuit, avec Juliette Binoche, de Isabelle Coixet. C'est un film donc, dans lequel c'est une histoire inspirée de faits réels. Juliette Binoche incarne Joséphine Piry, qui est partie rejoindre son mari explorateur en Arctique au début du XXe siècle. On a quelques images. C'est un film... On regarde la bande-annonce? On va pas regarder la bande-annonce puisqu'elle n'est pas traduite en français, mais on a du coup quelques images qu'on va regarder tout de suite, si c'est possible. Et je vais... Alors voilà, donc ces images magnifiques donc, de l'espagnole Isabelle Coixet. C'est un film qui est en compétition durant cette Berlinale. On retrouve l'une des seules femmes d'ailleurs réalisatrices en compétition, et c'est le grand retour de Juliette Binoche, puisque c'est vrai qu'on l'a vu dans Sils Maria, pour lequel elle est nommée, le film pour lequel elle est nommée aux Oscars cette année. Mais c'est vrai que depuis quelques années... C'est l'une des stars de cette Berlinale. C'est l'une des stars de cette Berlinale, et c'est aussi une présence française, comme Audrey Tautou qui est aussi dans le jury. Et c'est aussi un petit peu une manière pour Juliette Binoche aussi, ça tombe bien, de continuer sa petite campagne marketing pour les Oscars qui vont avoir lieu le 22 février. C'est toujours bienvenu. Alors c'est souvent la Berlinale ou les autres festivals, ils servent souvent de plateforme justement avant les Oscars pour les artistes. C'est-à-dire qu'avant les Oscars, tout est bon à prendre en termes de marketing et en termes d'image, de visibilité. C'est vrai que Juliette Binoche, qui est nominée pour Sils Maria, dont on parle comme quoi c'est le grand retour, comme quoi c'est difficile pour une femme de cet âge-là, une actrice de cet âge-là, de continuer à travailler. Il n'y en a pas beaucoup qui ont la gloire de l'âge, comme Meryl Streep par exemple. Là, Juliette Binoche, c'est vrai que c'est notre Juliette Binoche nationale, notre française, qui continue un peu à la mode d'Isabelle Huppert à travailler malgré son âge. C'est toujours très difficile pour les actrices. Voilà, on clôture. Les images sont magnifiques. Voilà. Juliette, elle doit avoir presque une 50. Alors, je ne vais pas vous dire de bêtises, mais elle doit avoir presque. Ouais, à vérifier. 19 films en compétition. Juliette Binoche était attendue, mais pas autant que le dernier film de Terrence Malick, Knights of Cup, qui désigne, en fait, le titre désigne une carte de tarot, le cavalier de coupe. On regarde tout de suite en image. All those years, living the life of someone I didn't even know. Let me tell you about you. I want to make you rich. You see the palm trees? They tell you anything's possible. No one cares about reality anymore. Different these days. What's going on with you? I can't remember a man I wanted to be. Just don't threaten me with leaving, okay? Just do what you want to do. You don't want love. You want a love experience. They are like flavors. Sometimes you want raspberry, then after a while you want some strawberry. You have love in you. I know it. Blind. Suppose it isn't there for me. C'est votre coup de cœur? Terrence Malick, c'est extraordinaire. Je veux dire, c'est des plans absolument fabuleux. Et Christian Bale, j'adore aussi. Et Nathalie Portman, qu'on retrouve donc dans Knights of Cup, film extrêmement attendu de cette Berlinale. Du côté de la France, Benoît Jacot, qui va présenter Le journal d'une femme de chambre, adaptation du célèbre roman d'Octave Mirbeau, dans lequel le réalisateur retrouve Léa Seydoux pour la deuxième fois après Les adieux à la reine, qui était le film d'ouverture de la Berlinale en 2012. Et une autre
présence, je ne sais pas pourquoi on voit encore Night of Cup, une autre présence qui va être marquante, c'est celle de Jafar Panahi en compétition, qui donc présente Taxi. Il était lauréat en 2012 du prix Sakharov décerné par le Parlement européen des défenseurs des droits de l'homme. Et il était ours d'argent à Berlin en 2013 pour le scénario de Padré. Et c'est un cinéaste iranien qui a écopé d'une interdiction de tourner des films pendant 20 ans et qui bénéficie d'une permission de sortie exceptionnelle cette année pour ça fait toujours plaisir de voir ce cinéma iranien qui est de plus en plus exporté et qui est extrêmement intéressant. Voilà donc pour le programme de cette Berlinale. Merci beaucoup Laetitia d'avoir été une partie d'avoir été avec nous. Betsabé, on vous retrouve dans quelques instants. On va parler du soja. Il était un temps présenté comme l'alternative suprême aux produits laitiers. Eh bien, il semble aujourd'hui cloué au pilori. En tout cas, c'est ce qu'on va voir dans quelques instants, juste après un nouveau journal présenté par Julien Belloul. À tout de suite. Retour sur le plateau du Morning pour la dernière partie de notre émission cette semaine avec moi sur ce plateau Marie Chèque qui nous a rejoint. Bonjour Marie, comment allez-vous ce matin ? Ce vendredi. Super, je vois la mer. Et Betsabé qui est resté en notre compagnie. Alors Betsabé, vous allez faire un peu de lumière sur le lait de soja enrichi, le tofu, les pousses de soja. Le soja qui est à toutes les sauces finalement, mais qu'on accuse de tous les maux. Alors il est particulièrement polémique. Est-ce qu'il est bon pour notre santé? Alors déjà, il faut savoir que c'est un substitut de taille pour les personnes qui sont allergiques quand même à ce lait de vache, voire seulement intolérantes. Il est beaucoup plus facile à digérer et on peut le mettre partout, dans le café, dans les céréales et même en cuisine, il est utilisable en cuisson. Alors il faut savoir que le soja, c'est un végétal, d'où son succès donc chez les végétariens, de la famille des légumineuses comme les lentilles ou les pois. Alors il apporte des protéines végétales, mais attention, des protéines qui sont quand même moins riche en fer que la viande. Il apporte aussi des acides gras essentiels et autre qualité, il est pauvre en cholestérol, sans compter que le soja serait même susceptible d'abaisser votre taux de cholestérol grâce à ses graisses insaturées et ses fibres. Alors à noter en outre cette molécule qui est dans le soja qui s'appelle l'isoflavone, qui se trouve aussi dans les pommes de terre ou les oranges par exemple, et qui jouerait un rôle apparemment important dans le processus cancéreux. Le cancer du sein serait ainsi 5 à 8 fois moins élevé chez les japonaises, on sait grandes consommatrices de soja, que dans les populations occidentales. Messieurs, 2 études conduites en Chine et au Japon suggèrent aussi que la consommation modérée de soja, ça veut dire 1 à 2 fois par semaine, eh bien, pourrait réduire la mortalité chez les hommes. Il y en a pour tout le monde. Voilà, il y en a pour tout le monde et pour tous les goûts. Alors, le soja qui contient en revanche une molécule qui attise des crênes, je vais étaler ma science 5 minutes, largement inspirée de vous, Betsabé, les phytoœstrogènes. Voilà, qui sont des hormones. Le soja contient effectivement des phytoœstrogènes, mais le soja ne serait pas pour autant cette bombe hormonale qu'on l'accuse parfois d'être. Ces phytoœstrogènes sont par exemple 30 fois moins puissants que ceux des haricots. Pour vous donner une petite idée, une accusation donc à vraiment relativiser. Et voilà, alors on va vérifier ces bienfaits du soja maintenant, parce que finalement il y en a. Alors, il y en a. Pas que des bienfaits, justement. Ces hormones ne sont pas forcément dangereuses, mais les protéines du soja sont allergisantes, elles peuvent provoquer des allergies alimentaires. Le soja fait même, attention, partie des 14 allergènes qui doivent faire l'objet d'un étiquetage spécifique. Alors c'est pour cela d'ailleurs qu'il est déconseillé aux enfants de moins de 3 ans, puisque ça peut provoquer une allergie beaucoup plus facilement. Donc si vous pouvez utiliser des substituts en poudre de soja, comme pour les laits normaux. Et alors vous avez déjà vu sur les paquets, effectivement, ces avertissements qui sont relatifs aux traces de noix, de lait et de soja. Pour cette raison, la réaction allergique peut survenir même si le soja n'est présent qu'à l'état de trace seulement. Et je finirai avec ce chiffre. Cette allergie concerne 1% de la population, mais il devrait augmenter puisque la consommation de soja et des traces de soja est en augmentation aussi. Alors on va faire le point avec un médecin nutritionniste à Paris. Arnaud Coco est avec nous par téléphone. Bonjour Arnaud, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions ce matin. Un aliment controversé, on l'a compris. Est-ce que vous conseillez sa consommation sans modération ?
Je peux conseiller sa consommation. Alors c'est vrai que ce que vous venez de dire là, c'est tout à fait valide et c'est parfaitement complet comme tableau. Bon, c'est vrai qu'on note une augmentation de la consommation de soja actuellement parce qu'on a de plus en plus de végétariens. Donc il y a de plus en plus de gens qui se tournent vers cette protéine végétale. Bon, alors il faut mettre en garde, comme on vient de le dire, c'est-à-dire que ça peut être allergisant chez certains d'entre nous, et les précautions d'usage chez les femmes enceintes et chez les enfants de bas âge, c'est-à-dire en dessous de 3 ans, parce qu'on déconseille l'utilisation de protéines de soja dans ce cadre-là. Alors, ça peut être en danger pour les femmes enceintes, donc? Pour les femmes enceintes, en fait, les études sont controversées. Les études sont un peu complexes, vous voyez, parce que chez les femmes aussi, au moment de la ménopause, c'est un peu compliqué. Chez les femmes enceintes, il y a également, comme il y a des phytoestrogènes dont on vient de parler, qui appartiennent au polyphénol, on se méfie un petit peu de ces antioxydants qui pourraient modifier et favoriser l'émergence de certaines cellules cancéreuses, mais les études sont très contradictoires. Donc c'est le principe de précaution qui prévaut, c'est-à-dire que pas d'abus. Donc il faudrait ne pas dépasser 1 mg par kilo, c'est-à-dire qu'une femme qui fait 60 kg ne doit pas dépasser 60 mg à peu près de consommation d'isoflavones par jour. Alors ça devient un peu compliqué. En tout cas, Bethsabée a mentionné tout à l'heure les japonaises. Est-ce que le soja, le tofu, ça fait grossir? Alors, dans l'absolu, tout fait grossir. Le seul produit qui ne fait pas grossir, c'est l'eau. Donc, tout le reste apporte des calories. Donc, après, si vous mangez que du soja, après, ça dépend comment vous assaisonnez aussi votre tofu. Si vous prenez des crèmes avec du soja ou des yaourts au soja, puis ils sont particulièrement sucrés, vous allez avoir forcément des apports caloriques qui peuvent être relativement conséquents au fur et à mesure de la journée. Donc, ce qui prévaut, c'est de diversifier votre alimentation. C'est ça qui prévaut. Et voilà, c'est comme toujours le tout avec modération. Oui, et puis comme il vient d'être dit fort justement, c'est-à-dire que les graisses que vous avez dans le soja sont très intéressantes parce que ce n'est pas des graisses saturées, c'est des graisses polyinsaturées. Et vous avez un apport quand même d'oméga 3, mais il y a également des oméga 6. Et les oméga 6, c'est un petit peu embêtant parce que notre alimentation moderne en apporte beaucoup et les oméga 6 ont tendance à enflammer un petit peu notre sang. Donc il y a un profil inflammatoire en fait avec les oméga 6. Donc les oméga 3 qu'il y a dans le soja ne sont pas suffisants. Donc par exemple l'huile de colza a un profil plus intéressant au niveau des oméga 3 que l'huile de soja. Merci beaucoup pour ces détails, ces explications et ces renseignements. Merci d'avoir été avec nous ce matin. On change d'ambiance avec cette phrase. À quoi ça sert de courir après le bonheur alors que la déprime est à portée de main? On a pourtant terminé, Bethsabée, notre chronique santé, mais nous sommes en ligne avec Raphaël Mesrahi. Bonjour, merci d'avoir accepté de répondre ce matin à nos questions. Alors vous êtes humoriste et vous organisez lundi soir à Paris la nuit de la déprime. C'est la 3e édition, une soirée au ton plutôt décalé. Ça consiste en quoi très exactement, Raphaël? Bonjour, d'abord. Merci de m'accueillir. Dommage, je suis pas chez vous physiquement, j'aurais préféré. On aurait bien aimé aussi. Je viendrai. Une prochaine fois. Oui. Ça consiste en quoi? Moi, je suis un passionné de musique surtout plus que d'humour ou plus que. Moi, j'aime les animaux, la musique essentiellement, et je suis végétarien, donc ça n'a aucun rapport. Mais c'est pour ça que je me suis intéressé au sujet précédent, le soja. Et qu'est-ce que je veux dire? Non, je suis un passionné de musique et j'ai plusieurs dizaines de milliers d'albums. Et mon truc, je fais une sélection un jour pour me marrer chez moi. J'écoutais que des chansons tristes et je me suis dit que ce serait formidable de faire une soirée qu'avec des chansons tristes. Donc j'ai appelé Nicolas Perras, j'ai appelé Enrico Macias, j'ai appelé Nicoletta, j'ai appelé Alice Donna, j'ai appelé tout le monde, Véronique Sanson. Et je leur ai dit, vous voulez pas venir faire une chanson si j'organise la nuit de la déprime? Et tout le monde était mort de rire et tout le monde m'a dit oui. Eh bien oui, parce que finalement, c'est pas forcément un appel à déprimer ensemble. Au contraire, c'est plus une façon de relativiser finalement. C'est une façon de rigoler surtout. Parce que quand on est déprimé, on n'est pas. Je parle pas de maladie et de dépression, je parle de déprime, on n'est pas très bien, on est un peu chafouin, on n'est pas très bien. Qu'est-ce qu'on fait? On écoute des chansons tristes, mais pas pour aller plus mal, mais pour aller mieux. C'est pour ça que les gens écoutent Charles Aznavour, c'est pour ça que les gens écoutent. Je sais pas, Charles Trenet, il a quelques chansons un peu mélancoliques, un peu tristes, c'est pour ça que les gens écoutent Jacques Brel, Barbara, etc., pour au final aller mieux.
Et vraiment, au final, tout le monde va mieux parce que c'est la 3e année. Alors que moi, j'ai fait ça pour rigoler une fois, il y a 3 ans, et ben ça continue. Et voilà, et on espère que ça continuera encore pour d'autres éditions. En tout cas, la 3e édition, elle se déroule ce lundi à Paris. Merci beaucoup, Raphaël. On vous attend ici sur ce plateau à 24 News. Mais je vais venir. J'adore votre concept, c'est très bien et bravo et plein de belles choses à vous. Merci beaucoup. Excellente journée à vous et bon week-end donc. Alors, je voudrais recueillir, Marie, vos impressions parce que la déprime, on en parle beaucoup dans l'art. Oui, sans ça, il n'y aurait pas d'art, je pense. C'est l'un des principaux moteurs de l'art. Cette semaine, un grand magazine parisien m'a demandé de conseiller un artiste qui parle d'humour ou qui ferait des choses rigolotes. J'ai pas dormi toute la nuit, j'ai cherché toute la nuit, j'en ai pas trouvé. On ne parle que de soi, de ses problèmes, de la déprime. Et hélas, la joie, elle est peut-être autour avec d'amis. Alors, vous ne partagez pas ce que disait Raphaël Mizrahi, dans le sens où finalement, écouter des chansons déprimantes non seulement ou tristes, écouter, mais je pense que heureux. quand on passe la nuit ensemble et qu'on parle de déprime, donc on va rigoler à la fin, on n'est pas des idiots. Et on se sent moins seul dans sa on est moins seul, et si on est tous déprimés, donc ça aide que d'être seul déprimé, quoi. Et ben voilà. On appelle à déprimer ensemble ou à être heureux ensemble. Allez, on va parler d'art à présent, peinture et religion, un mélange un peu particulier avec Pinchas Cohen-Gan. Voilà, c'est un artiste qui mérite vraiment d'être parlé pendant 1 an, 1 heure, je dirais. C'est un artiste qui est né en 1942 au Maroc et qui est arrivé quand il avait 7 ans et qui a toute l'histoire de l'art, elle est dans son âme, dans son corps. C'est, je pense, l'artiste le plus total que je connaisse au monde. C'est-à-dire qu'il vit dans ses tableaux, sur ses tableaux, à travers ses tableaux. Et il sort à peine de la maison, il voit à peine des gens, il n'a pas vraiment eu de famille. C'est la totalité, donc c'est sa religion. Alors c'est ça déprime, quoi. Oui, on va pas aller. Il vit ça jusqu'au bout. Complètement, mais il vit ça à travers l'art. C'est-à-dire qu'il ne reste pas le côté dépressif, je fais rien. Au contraire, il a des milliers de travaux. Et chaque travail que vous voyez ici, je suis rentrée dans l'espace de la Galerie Givonne et j'avais l'impression d'être dans une église. J'avais l'impression de voir des icônes parce que chaque tableau que vous voyez... C'est même un peu, ça ressemble presque à des vitraux, même un peu. Exactement, c'est des collages de vie. C'est la collage entre la peinture, le pastel, voilà, la force de la couleur. Le personnage tout maigre qui se balade des fois avec la tête et des fois sans texte, qui est un peu son portrait, self-portrait. Il y a toute l'histoire de l'art chrétienne, je dirais, où on a la Renaissance, l'écriture, il écrit des livres, il a réinventé la possibilité de rendre l'artiste un humaniste, un peintre, un philosophe. Et dans ça, évidemment, il y a la souffrance qui est imbibée parce qu'on peut pas... Alors c'est ça, il parle aussi beaucoup des blessures de la société israélienne. Hélas, il a jamais vraiment senti appartenir à ce pays. Il a toujours parlé aussi du point de vue philosophique de la racialité de ce pays. Il a enseigné, c'était un grand prof à Beth Hallel, mais il a fait des procès contre Beth Hallel. Il est toujours il a double message, mais il pense que c'est un pays qui a pas mal de racial contre séfarades, ashkénazes, je sais pas. De racisme entre les origines. Mais dans l'art, finalement, qu'est-ce qu'on veut nous voir de nos artistes? C'est le résultat, d'accord? Et dans les résultats, on est juste devant une chapelle de couleurs, vous voyez. Et c'est des collages, c'est-à-dire qu'il mélange les religions aussi. Il mélange les religions des arts de la Renaissance et du modernisme, mais aussi des religions chrétiennes, judéo-chrétiennes. Et dans tout ça, il y a ce personnage, lui-même, je dirais, qui déambule entre les médias. Vous voyez, il y a 3 sortes il y a là un carton, il y a une palette, il y a une photo, il y a de l'écrit, il y a tout en fait, il y a tout ce qu'on aimerait avoir. Un concentré de différentes sortes d'art. C'est ce que fait aussi le deuxième artiste que vous avez choisi ce matin de nous présenter, Roy Efrat, avec son exposition Kibouy Orot, Extinction des feux finalement. Voilà, j'ai voulu parler de collage, j'ai voulu parler parce qu'un collage, c'est comme je disais la semaine dernière, c'est comme un laboratoire. On mélange, on travaille et là on a un artiste 35 ans, Roy, qui est dans la galerie Braverman et qui était un grand chorégraphe et danseur et qui a voulu devenir artiste et il a essayé de mêler ce qu'il est, donc le mouvement, la peinture acrylique, la vidéo, le modernisme et c'est incroyable. Tu rentres dans la galerie et tout comme dans une discothèque,
ça s'allume et ça s'éteint. Et ça évolue donc. Ça évolue tout le temps, donc comme notre vie. On dit toujours qu'on vit dans le modern liquidity. Et vous voyez, il y a comme des petites images qu'il prend ou d'Internet ou de la vie. Des fois, c'est peinture sur mur ou sur toile. Et des fois, il va ajouter la danse, il va imbiber. Donc, c'est tout le temps... tu es fasciné, tu découvres des choses. Malheureusement, là, c'est un stills, donc on ne voit pas le vidéo, mais tout ça bouge en vidéo. Et il y a aussi beaucoup de musique dans le fond. Il a aussi Et il s'est beaucoup basé, c'est ce que vous me disiez en préparant cette chronique, sur Antigone de Jean Anouilh. Voilà, la moitié de l'expo traite le personnage d'Antigone, l'ambiguïté, le destin tragique. On a voulu la sauver, elle était déjà morte. Et donc, il peint des personnages féminins et il met dessus une vidéo où on entend des cris et des sourires. C'est tout le temps l'épilogue, une double juxtaposition, je dirais, de la vie, de la déprime, du bonheur et d'un bon week-end que je souhaite. Et voilà, elle a bouclé donc pour ce... Galerie Braverman, vraiment je conseille. Jeune Galerie artiste. Braverman pour Efrat, Pinchas Cohen-Gan. Galerie Givon à Tel Aviv, tout à fait. À la Galerie Givon à Tel Aviv. Merci beaucoup, Marie Sheikh, d'avoir été avec nous. Merci, Betsabi. On en sait désormais plus sur le soja et ça a même intéressé Raphaël Misraël, vous voyez. De l'autre côté, en France, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente journée sur i24 News. L'info qui continue. Un nouveau journal est à suivre. Excellente journée, excellent week-end.